Et yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour la série sur la Coupe du Monde. La semaine dernière, je vous ai présenté les 4 nouvelles équipes, les 4 équipes vierges de toute Coupe du Monde. Donc Curaçao, le Cap-Vert, la Jordanie et l'Ouzbékistan. Je vous ai un petit peu présenté ces équipes très méconnues du grand public. Et aujourd'hui, on commence la série pays par pays. Je vais essayer de vous présenter une vingtaine de nations et vous dire selon moi laquelle peut remporter la Coupe du Monde, laquelle va aller en quart de finale, laquelle va être un petit peu le flop de cette compétition. Bref, on va analyser tout ça en détail, les forces, les faiblesses, la dynamique, les groupes, etc. Et donc à la fin de la vidéo, je vous donnerai ma prédiction pour le Maroc. Le Maroc peut-il remporter cette Coupe du Monde 2026 et devenir la première nation africaine à remporter une Coupe du Monde? Ça serait complètement fou. Si vous aimez ce genre de vidéo, si vous passez un bon moment, je compte sur vous pour bombarder les likes et les abonnements. Là, on part pour un gros tunnel de travail de 2-3 mois jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. En plus, il y aura les mercato parfaits, les vidéos storytelling. Bref, il y a énormément de choses qui arrivent sur la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un maximum de pouces bleus, ça m'aide énormément. Franchement, un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, vous me régalez. Et on commence directement pour l'analyse de cette première nation, le Maroc. Le Maroc a changé de statut depuis quelques années. Ce pays réputé pour sa gastronomie, son hospitalité et son magnifique désert est l'une des nations qui progresse le plus d'un point de vue footballistique, que ce soit au niveau des infrastructures, de la formation et des résultats. Et pour preuve, en octobre dernier, ils ont été champions du monde des U20 après avoir été finalistes de la CAN quelques mois plus tôt, malheureusement perdu face à l'Afrique du Sud, toujours en catégorie U20. Alors est-ce que les A vont réussir à réitérer l'exploit des U20, c'est-à-dire être champions du monde? Ça va être compliqué, mais on va en parler. Pour affronter ce grand défi aux États-Unis, au Mexique et au Canada, les Lions de l'Atlas ont un nouveau coach, comme en 2022. À l'époque, c'était Walid Regragui. Désormais, c'est Mohamed Warbi qui est en poste depuis le 5 mars. Mais alors, c'est qui ce Mohamed Warbi? C'est vrai qu'en France, nous, on le connaît très peu. C'est donc un homme de 49 ans qui est né en 1976, qui est belge et marocain. Il est né en Belgique. Et ce qui est intéressant, mais qui est un peu fou, c'est que c'est sa première expérience en tant qu'entraîneur d'une équipe principale, d'une équipe senior, puisque avant, il était à Anderlecht chez les jeunes, il a aussi été assistant de l'entraîneur principal, mais il est surtout connu pour avoir remporté la Coupe du Monde U20 donc avec le Maroc en octobre dernier, et suite à ça il a eu cette promotion. Alors pourquoi le Maroc s'est séparé de Walid Regragui? Il faut savoir que Walid Regragui c'est un petit peu le Didier Deschamps de l'équipe du Maroc, c'est-à-dire que ça défendait très bien, c'était très solide avec ce 4-3-3 et notamment avec une série de 19 victoires consécutives qui s'est arrêtée face au Mali en phase de poule de la CAN, mais offensivement c'était vraiment poussif, une victoire 1-0 face au Bahreïn, 1-0 face au Congo, 1-0 face à la Mozambique. Bref, il y avait vraiment un manque d'animation offensive dans cette équipe du Maroc, alors que pourtant, offensivement, t'as des super talents. Mohamed Warbi vient donc avec cette étiquette de coach plus offensif, avec une formation de 4-2-3-1. Une nouvelle page se tourne donc pour le Maroc, et selon moi, Mohamed Warbi, c'est un super choix, du moins sur le papier. Même s'il n'a aucune expérience, ça d'accord, forcément c'est pénalisant. Mais vous allez pas me dire que Walid Regragui, avant 2022, c'était le meilleur coach du monde. Non, c'était pareil, c'était un coach inconnu qui est venu et qui a vraiment ramené du caractère à cette équipe. Et bien Mohamed Warbi, il vient aussi avec ses forces, c'est-à-dire qu'il connaît la fédération par cœur, il était là avant avec les U20. Et surtout, il connaît pas mal de joueurs qui sont désormais dans cet effectif. Il sait faire progresser les jeunes, il sait créer une cohésion d'équipe et il sait emmener un groupe du début à la fin jusqu'à la victoire finale. Mohamed Warbi, c'est donc le symbole de ce nouveau Maroc avec un cycle de 2022 qui semble terminé, pas mal de joueurs qui ne sont plus sélectionnés, un coach qui n'est plus là et de nouveaux jeunes joueurs qui sont prêts à mouiller le maillot pour leur pays. Concernant les phases de qualification de cette Coupe du Monde, le Maroc a eu un groupe assez simple sur le papier avec le Niger, la Tanzanie et la Zambie. 8 matchs joués, 8 matchs gagnés, seulement 2 buts encaissés. Voilà, c'est impressionnant. En même temps, vous allez me dire, avec cette nouvelle Coupe du Monde, ça offre l'opportunité, la perspective à plus de pays africains et asiatiques de se qualifier. Et ça, c'est super. Mais on va dire qu'en résumé, ils ont vraiment survolé cette phase de qualification. Il n'y avait vraiment pas de match en phase. 24 points quand le Niger deuxième est à 15 points. Bref, c'était facile pour eux. Concernant leur préparation, au moment où je tourne cette vidéo, ils viennent d'affronter le Paraguay et l'Équateur. Quand on regarde les deux dernières compositions d'équipe, c'est du 4-2-3-1. C'était les premiers matchs de Mohamed Warbi. Voilà, il a testé des choses un petit peu différentes. Mais on va revenir par la suite sur les forces et les faiblesses de cette composition d'équipe et de cet effectif notamment. Mais d'abord, on va parler des joueurs clés selon moi. Le joueur qui joue peut-être sa carrière internationale lors de cette Coupe du Monde, bien évidemment, c'est Brahim Diaz, qui est plutôt remplaçant au Real Madrid, voire réserviste, j'ai envie de dire. Voilà, il joue très peu. Il a 23 matchs de Liga, 0 but, 6 passes D. C'est pas fameux dans un Real qui ne tourne pas vraiment bien. Mais voilà, vous connaissez l'histoire. Lors de la dernière finale de la CAN face au Sénégal, une finale vraiment désastreuse, une finale vraiment pathétique, j'ai envie de dire.
Même Achraf Hakimi et plein d'autres se sont excusés suite à ça. Voilà, il y a eu cette panenka de Brahim Diaz après 13 minutes d'arrêt de jeu, je crois, où les Sénégalais sont sortis de la pelouse. Voilà, les Sénégalais au final ont remporté le match. Le Maroc l'a finalement remporté 2 mois plus tard administrativement. Donc Brahim Diaz a vraiment été, voilà, je sais pas, conspué si on peut dire ça comme ça. Même certains de ses coéquipiers ne l'ont pas soutenu publiquement. Cette panenka était sûrement malvenue. S'il l'avait réussi, ça aurait été exceptionnel. Il a voulu être, on va dire, le super-héros. Et voilà, avec cet arrêt de jeu, tirer un penalty après 13 minutes, dans ce contexte-là où il y a des bagarres et tout. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais en tout cas, il joue gros. Il joue très très gros cet été. C'est potentiellement sur le papier le meilleur joueur offensivement du Maroc. Voilà, lui qui s'est naturalisé marocain pour venir aider le pays de ses origines. Voilà, il est estimé à 35 millions d'euros. Il doit vraiment ramener quelque chose de grand cet été pour le Maroc. Du côté de ma pépite favorite de cet effectif du Maroc, il y en a pas mal. C'était dur de choisir, mais j'ai quand même choisi Samir El Mourabé du côté de Strasbourg parce que je l'adore. C'est un super joueur qui risque d'être titulaire donc cet été à la Coupe du Monde. Et en Ligue 1, franchement, il me régale avec cette patte gauche, au milieu de terrain, dans l'entrejeu avec Strasbourg. Tout semble facile pour lui, il tricote avec le ballon, il a une qualité technique extraordinaire. Voilà, il a seulement 20 ans, c'est pour ça que je le mets dans la catégorie pépite. Il aura 21 ans en octobre. Un joueur formidable qui survole complètement la Ligue 1 pour sa première saison, on va dire, professionnel entre guillemets avec Strasbourg. Voilà, super joueur. J'aurais pu prendre Jessim Yassino du côté de Strasbourg aussi que j'aime beaucoup. Voilà, il y a énormément de pépites marocaines, c'est dur d'en choisir une. J'en ai choisi une, Samir El Mourabé. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Il y en a plein, Bilal El Ranouz. Ouais, bref, j'ai pas envie de toutes les citer parce que je vais en oublier, après on va m'en vouloir. Du côté de la star de l'effectif, pas trop de débat, c'est Achraf Hakimi. C'est lui qui doit être le leader de cette équipe cet été, surtout qu'à la CAN. Là-bas, forcément, il était blessé, il est revenu, il a tout fait pour revenir. C'est vraiment la star du Maroc. C'est le meilleur joueur africain, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Il a fini 6ème au Ballon d'Or, on est tous d'accord pour dire qu'il aurait dû être top 3, allez, top 4, grand max. Même s'il avait pris le Ballon d'Or, ça n'aurait pas été scandaleux du tout. Voilà, c'est forcément le joueur qui va devoir apporter toute son expérience, sa grinta, sa qualité technique et ses capacités de contre-attaquant aussi qui peuvent être dévastatrices. Et surtout sur coup de pied arrêté aussi, son pied droit peut être magique. Bref, Achraf Hakimi, c'est la star de l'effectif. Mais mon joueur clé, le joueur qui peut être le plus régulier, le joueur qui peut faire basculer une rencontre et le joueur qui peut permettre au Maroc de passer étape après étape, c'est selon moi Nel El Ainaoui, un joueur que j'adore, le meilleur joueur du Maroc tout simplement à la CAN, un joueur que j'appréciais beaucoup l'année dernière en Ligue 1, qui est désormais du côté de l'AS Roma. Il y a des rumeurs comme quoi le Barça voudrait le relancer parce que à l'AS Rome, il n'est pas vraiment titulaire sous Gasperini. Ce serait pas mal. En plus de ça, il a marqué lors du dernier match du Maroc en amical à Lens face au Paraguay. Super joueur qui pourra vraiment t'apporter de la consistance au milieu de terrain. Peut-être aux côtés de Samir El Mourabé, ça te fait une super doublette et je pense que Nel El Ainaoui n'a plus rien à prouver suite à sa canne monstrueuse qu'il a fait. Je pense que tout le monde est au courant que c'est l'un des joueurs les plus importants du Maroc. Il va devoir être très performant tout comme ses coéquipiers lorsqu'on voit le groupe du Maroc. Il commence directement par un match face au Brésil, ensuite face à l'Écosse, puis face à Haïti. Voilà, le Maroc qui est dans un groupe relevé. J'irai pas jusqu'à dire que c'est le groupe de la mort parce qu'il y a quand même 2 voire 3 groupes qui sont quand même plus corsés. Là, t'as quand même Haïti qui est bien en dessous. L'Écosse qui selon moi est légèrement en dessous du Maroc. Pour moi le Maroc c'est dans les 10 meilleures équipes du monde sur le papier. Donc ils doivent se qualifier. Jamie Carragher a même dit qu'il les voit premiers. Voilà, lui c'est pas forcément celui que je préfère dans les analyses. Mais quand je me suis renseigné un petit peu sur qui voyait les Lions de l'Atlas se qualifier, Jamie Carragher sortait dans tous les médias. Donc c'était important que je vous le partage. Le Maroc est 13e favori chez mon partenaire Unibet. Donc ils sont cotés à 55 pour remporter la compétition. Donc si vous mettez 5 €, ça vous fait gagner 275 €. Voilà, ça serait un exploit bien évidemment. Si jamais vous voulez parier sur le Maroc lors de cette Coupe du Monde, sur n'importe quelle équipe ou même sur la Ligue des Champions, bref surtout, ça se passe chez Unibet, mon partenaire, et avec le lien en description la famille, vous avez votre premier pari remboursé jusqu'à 100 € en bonus. Si vous mettez par exemple 15 € sur le Maroc remporte la Coupe du Monde, si vous perdez et que c'est votre premier pari sur l'application ou sur le site, dans tous les cas, vous recevrez vos 15 € de bonus pour rejouer. Je le rappelle, c'est seulement pour les personnes majeures responsables et c'est seulement un amusement. Personne ne devient riche avec les paris sportifs. Moi je parie vraiment pour m'amuser, je parie des petites sommes, jamais plus de 10 €. C'est vraiment pour le kiff, c'est comme si t'allais au resto, comme si t'allais voir des potes.
Bref, c'est pas fait pour t'enrichir, c'est fait pour te faire kiffer. Le premier match, donc face au Brésil, le Maroc est coté à 5,20, le match nul à 3,85 et le Brésil à 1,55. Moi, je trouve que la cote du Maroc est beaucoup trop haute. J'ai l'impression que le Brésil, ils nous l'ont vendu comme si c'était le grand Brésil de 2002, de 2006 ou de 94-98. Non, le Brésil au 21e siècle, c'est compliqué. Là encore plus, on sait pas sur un Neymar ou pas, mais dans tous les cas, offensivement, t'as pas Rodrigo. Vinicius en sélection, c'est compliqué. Donc Neymar qui est sur une jambe. Voilà, pour moi le Brésil c'est pas insurmontable, loin de là. Si le Maroc finit premier de son groupe, ça serait pas vraiment dingue, ce serait pas vraiment une énorme surprise. Oui, c'est le Brésil, oui, c'est la plus grande nation du football, mais c'est pas un grand Brésil. Donc moi la cote à 5,20 du Maroc, je la trouve vraiment surestimée. En plus de ça, quand tu vois les cotes vainqueurs du groupe, le Brésil est coté à 1,16, genre ils sont archi favoris pour finir premier. Pour moi c'est pas normal. Le Maroc coté à 6, l'Écosse à 12 et Haïti à 150. Pour moi, le Maroc terminera premier ou deuxième de son groupe, mais ça, on y revient plus tard dans mes prédictions. Analysons désormais les forces et faiblesses de cet effectif marocain. On va commencer par les forces. On commence toujours par le positif chez BR10, la famille. Si vous passez un bon moment, petit pouce bleu, c'est important. Alors déjà, on a vu que c'était une sélection capable de résister à la pression lors de cette CAN, où ils étaient archi favoris, où tout le monde les attendait. Ils ont réussi à aller jusqu'en finale. Ils ont réussi à la gagner finalement administrativement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une équipe sur Regragui qui était quasiment impossible à jouer lorsqu'ils jouaient en contre ou en bloc bas. Mais ça, on l'a pas encore vu avec Mohamed Warbi, parce que face au Paraguay et à l'Équateur, ils avaient le ballon. On les a pas encore vus face à une top nation jouer les contre-attaques comme avec Walid Regragui. Est-ce qu'ils vont le faire à la Coupe du Monde? On ne sait pas. En tout cas, ça fait des années qu'ils le faisaient très bien. Surtout qu'ils ont un gardien très intéressant comme Bounou, qui est vraiment une force de cet effectif. Ils ont des top joueurs comme Hakimi, Brahim Diaz, El Ainaoui, Unai, Saibari ou même Abdé qui est ultra intéressant. Franchement, si tu te fais l'effectif Transfermarkt et que tu le classes par valeur marchande, c'est assez dingue. T'as donc Hakimi, Brahim Diaz, El Khanous, Saibari, Abdé, Talbi, Mazraoui, excellent aussi à la CAN, Amin Adli, El Ainaoui, Samir El Mourabé, bref, t'as énormément de joueurs à plus de 10 millions d'euros. Ça fait vraiment un effectif de top nation européenne. C'est pour ça que selon moi, c'est une des 10, maximum 15 meilleures nations au monde. Ils doivent vraiment avoir des ambitions pour cette Coupe du Monde. Du côté des faiblesses ou des incertitudes, vous appelez ça comme vous voulez, mais déjà selon moi, il y a la charnière centrale. Quand tu vois que donc Romain Saïs s'est retiré, il a pris sa retraite internationale, lui qui s'était blessé à la Coupe du Monde 2022 et à la dernière CAN aussi, il avait tendance à un petit peu malheureusement lâcher son pays contre lui, contre son gré. Et donc il a préféré arrêter. Tu vois Knaïef Aguerd qui devient donc le taulier de cette défense. Lui aussi on sait pas trop dans quel état il va revenir physiquement puisqu'il a une pubalgie, il a dû même serrer les dents pour être présent à la CAN. T'as également Chadi Riyad qui lui aussi revient des ligaments croisés et qui peine à trouver du temps de jeu du côté de Crystal Palace. Mais t'as quand même Issa Diop qui vient d'être sélectionné pour la première fois avec le Maroc, qui a réalisé des très bons matchs face au Paraguay, face à l'Équateur, qui a été très longuement critiqué par les médias et par plein de gens pour son choix de représenter le Maroc. Ah c'est un petit peu bête, je sais pas si il y a peut-être du racisme là-dedans, il y a peut-être de l'opportunisme. C'est un mélange d'un peu tout, mais Issa Diop est donc un joueur du Maroc et il a prouvé par ses performances qu'il avait le niveau pour être un joueur marocain et qu'il méritait sa place. Donc la charnière Aguerd, Issa Diop, est-ce que c'est suffisant pour vraiment remporter une Coupe du Monde, pour aller loin dans une Coupe du Monde? Je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup d'incertitudes, on va dire, à ce poste-là. On sait qu'une charnière, c'est très très important pour performer dans une grande compétition comme ça. Donc ça reste un petit peu une incertitude du côté marocain. La deuxième faiblesse, elle est un petit peu liée à ce que je disais, c'est toutes les incertitudes physiques. T'as énormément de joueurs qui se blessent souvent dans cet effectif. T'as par exemple Igaman qui s'est fait les croisés, t'as Unai qui se blesse énormément, t'as donc Saïs et Aguerd les défenseurs. Tu peux avoir également des El Khanous, des Amrabat, bref, t'as beaucoup de joueurs qui se blessent énormément. Donc actuellement, quand je tourne cette vidéo, on est mi-avril, fin avril. Quel va être l'effectif du Maroc le jour J entre la liste, les blessés pendant la prépa et le premier match face au Brésil? Ça, on ne pourra pas savoir. J'espère pour les Marocains qu'il n'y aura pas trop de blessures, mais ça reste vraiment, on va dire, un point faible ou alors un point d'incertitude du côté marocain. La troisième faiblesse, elle est vraiment très importante, c'est le poste de numéro 9 qui est vraiment pour moi la plus grosse faiblesse marocaine parce que c'est un des postes les plus importants si tu veux aller loin dans une compétition. On dit souvent qu'il faut un grand gardien et un top attaquant. Le grand gardien est long, Yassine Bounou, l'un des meilleurs gardiens des 10 dernières années, l'un des gardiens les plus sous-cotés des 10 dernières années, qui, on va en reparler par la suite, pourrait être très important pour le Maroc. Mais au poste de numéro 9, dans un monde normal, c'est Hamza Igaman qui devrait être titulaire. Malheureusement, il s'est blessé, il va donc manquer cette Coupe du Monde. Alors que doit faire le Maroc? Qui doit être le numéro 9 titulaire marocain pour cette Coupe du Monde cet été?
Il y a plusieurs choix, plusieurs pistes, mais il n'y en a aucun qui me convainc vraiment à 100%. L'option numéro 1, ça serait de refaire confiance aux plus expérimentés, donc Ayoub El Karabi qui nous a mis des bicyclettes de folie lors de la CAN, mais lorsque l'adversité était plus relevée, on avait l'impression qu'il se cachait un petit peu et qu'il avait moins de réussite dans le dernier geste. La seconde option, c'est Youssef En-Nesyri qui a signé en Arabie Saoudite pour remplacer Benzema à Al Ittihad et qui d'ailleurs n'a pas été sélectionné lors du dernier rassemblement alors que pourtant il enchaîne les 90 minutes en Saudi Pro League. Mais bon, c'est vrai qu'il marque pas beaucoup de buts, il est seulement à 4 buts en championnat pour une dizaine de rencontres, on va dire que c'est pas le grand En-Nesyri qu'on a connu. La troisième option, ça serait de faire confiance à Soufiane Brahimi, mais qui n'est pas vraiment un joueur titulaire de cet effectif, qui n'est pas un joueur vraiment important, on va dire qu'il a du mal à se faire sa place. Alors est-ce que tu le vois vraiment commencer une Coupe du Monde numéro 9 titulaire? Personnellement, j'ai du mal à y croire. La quatrième possibilité, ça serait de faire confiance à Yassir Zabiri, le meilleur buteur marocain de la Coupe du Monde du 20, que Mohamed Ouarbi connaît très bien, mais qui manque de temps de jeu au Stade Rennais. Et malheureusement, je pense que ça va lui coûter sa place à la Coupe du Monde, parce qu'on le voit quasiment pas au Stade Rennais. Et la cinquième et dernière option au poste de numéro 9, c'est la plus hype du moment, c'est peut-être la meilleure sur la forme des joueurs actuels, c'est de prendre Yanis Begraoui, le franco-marocain, qui joue à Estoril en D1 portugaise et qui est l'un des meilleurs buteurs du championnat avec 19 buts. Il est dans le top 3 derrière Luis Suarez et Pavlidis. C'est un joueur que nous Français on connaît bien parce qu'il a évolué à Toulouse, à Pau, à Auxerre, et cette saison c'est vraiment l'année de l'explosion pour lui. À 24 ans, il aura 25 ans cet été, il n'a jamais été sélectionné avec l'équipe A du Maroc, mais avec les U23, oui. Il a même marqué 6 buts en 15 sélections avec les jeunes. Alors pourquoi pas le voir à la Coupe du Monde cet été? Je pense que ça serait la meilleure solution d'un point de vue talent, d'un point de vue forme du moment. J'ai l'impression que ça va être un petit peu compliqué pour lui qui n'a même pas été sélectionné lors du dernier rassemblement du mois de mars. Donc voilà, c'est un vrai bourbier ce poste de numéro 9 du côté du Maroc. Que va faire Mohamed Ouarbi? Je ne sais pas, personne ne sait, mais dans tous les cas, j'ai l'impression que ça serait un choix par défaut. Ou alors, il faudrait peut-être mettre Brahim Diaz en faux numéro 9, Bilal Akhanous en faux numéro 9, peut-être faire un peu de bricolage comme ça pour trouver une solution magique. En tout cas, c'est une très très grosse faiblesse, mais c'est pas la dernière, puisque l'ultime faiblesse que je me suis notée, c'est le contexte autour de cette équipe. Depuis cette finale de CAN, depuis voilà ce raté de Brahim Diaz, c'est vraiment parti dans tous les sens. Walid Regragui qui part, Mohamed Ouarbi qui vient alors qu'il n'a aucune, on va dire, expérience sur le papier, Romain Saïs qui prend sa retraite et qui clash un petit peu Brahim Diaz. Voilà, j'ai l'impression que ça a foutu un peu le vestiaire en pagaille. Les médias aussi ont pris parti. Est-ce qu'il a bien fait de faire ça? Est-ce qu'il a pas bien fait? Bref, j'ai l'impression que le contexte autour de cette équipe est compliqué. Et même à l'intérieur, comme je vous le dis dans le vestiaire, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une scission de ce qu'on lit à droite à gauche, de ce qu'on entrevoit, de ce qu'on arrive à comprendre un petit peu des différentes interviews. J'ai l'impression que le groupe s'est vraiment scindé suite à cette Coupe d'Afrique des Nations. Après le fait qu'ils aient remporté ce trophée avec 2 mois de retard, un retardement, peut-être que ça va ressouder ce groupe et que ça va recréer une bonne dynamique. C'est ce que j'espère pour mes frères marocains. Et en tout cas, c'est vrai que le contexte autour de cette équipe nationale marocaine reste une grosse faiblesse. Ça manque un petit peu de zénitude, de plénitude et tout simplement de sérénité. Alors du coup, maintenant qu'on a analysé les forces, les faiblesses, la dynamique, le groupe, les qualifs, bref, qu'on a fait vraiment le tour, faut que je vous donne ma prédiction. Comment je vois le Maroc lors de cette Coupe du Monde? Déjà, je vous le dis, je vois pas le même Maroc qu'en 2022. Je vois pas le Maroc arriver à résister défensivement à une équipe d'Espagne, à jouer le match nul et à remporter les tirs au but. Je vois pas du tout une équipe marocaine comme ça. Je vois une équipe marocaine joueuse, je vois une équipe marocaine agréable à voir jouer, mais peut-être qui encaisse un petit peu plus de buts avec une défense un petit peu moins sereine, je trouve, qu'en 2022. Donc moi, je vois quand même le Maroc finir premier ou deuxième de sa poule, soit devant le Brésil, soit derrière, mais en tout cas, je les vois pas finir meilleur troisième. Je les vois finir vraiment dans les 2 premiers, sinon ça serait limite pas un échec, mais ça serait quand même dommage parce que je vous rappelle, ils sont 13e favoris de cette Coupe du Monde. Donc selon moi, ils doivent aller jusqu'en quart de finale. Je les vois aller en 8e de finale. Et si on regarde le tableau, donc s'ils finissent premier ou deuxième, donc c'est les flèches jaunes que je vous ai mis, ils affronteront donc soit le premier du groupe F, soit le deuxième du groupe F, soit les Pays-Bas, soit le Japon, la Suède ou la Tunisie. Je pense que ça sera soit les Pays-Bas, soit le Japon. Si t'as un Pays-Bas-Maroc et un Japon-Maroc, dans les 2 cas, le Maroc n'est pas forcément favori, mais dans les 2 cas, le Maroc peut se qualifier. Je vois pas en quoi le Maroc devrait avoir honte face à un Japon, d'avoir peur de se qualifier, non. Si t'as un 16e de finale disputé comme ça, je pense que les Marocains peuvent le faire, et après en 8e de finale, je les vois continuer sur leur lancée, remporter leur 2e match à élimination directe et donc accéder au quart de finale. Par contre, en quart de finale, là, je vois un petit peu le Maroc céder, peut-être ne pas avoir cette stabilité défensive suffisante pour passer un gros comme la France, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, l'Argentine, bref, une très grosse nation. Ça dépendra bien évidemment de qui sera en quart de finale, etc. Mais je vois le Maroc donc sortir en quart de finale.
On fera le bilan à la fin de la Coupe du Monde sur toutes mes prédictions, voir un petit peu si j'ai dit n'importe quoi. De toute façon, je ferai une vidéo globale sur mes prédictions un petit peu loufoques de cette Coupe du Monde. J'espère que vous soyez marocain ou non, vous avez passé un beau moment, vous avez appris des choses, voilà, vous vous êtes régalé tout simplement. Si c'est le cas, je compte sur vous. Explosez-moi les likes, explosez-moi les abonnements, activez la cloche, venez me suivre sur Instagram, sur TikTok, partout la famille. Voilà, on est parti pour cette mission Coupe du Monde. Je veux vraiment atteindre les 100 000 abonnés en 2026 avant le 31 décembre 2026. On est parti pour tout arracher lors de cette Coupe du Monde, on va être très actif, on va charbonner comme si on travaillait dans les mines. Voilà, je compte sur vous la famille, c'était BR10, force aux Marocains, force à tout le monde, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe, peace.